Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau. Jusqu'au jour des élections européennes, l'équipe d'Anonymal vous accompagne pour réussir à comprendre ce qu'impliquent les différents enjeux qu'implique cette élection. Aujourd'hui, du coup, pour ce faire, nous recevons Pierre-Marie Vague. Bonjour. Bonjour. Président du mouvement européen Provence. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis président de cette structure départementale depuis 5 ans. C'est une association locale, nationale et européenne, puisqu'il y a le mouvement européen Provence, mouvement européen France et mouvement européen international. Et notre objectif commun à tous, c'est de faire parler de l'Europe sous différentes manières. Et on essaie de le faire en particulier pendant le mois de mai. Cette mobilisation, justement, elle se limite au cadre électoral ou alors c'est une mobilisation quotidienne tout au long de l'année? Alors, cette mobilisation, évidemment, l'Europe, il faut en parler tout le temps, pas simplement en période électorale. En période électorale, nous avons fait à Sciences Po Ex, en collaboration avec le Parlement des étudiants, un grand oral des candidats aux élections européennes. Il y avait 8 listes qui étaient présentes pour permettre aux citoyens de se faire un peu une idée de ce que les partis proposent. Et une fois que les élections seront passées, il faudra continuer à parler d'Europe parce que les choses sérieuses vont commencer pour les députés européens. Il y a des grands textes qui sont pour l'instant en attente, qui concernent le climat, les impôts, l'écologie, etc. Et en tant qu'association, on intervient dans différents secteurs, dans différentes institutions. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu concrets d'actions que vous avez pu faire ou mener dans le cadre des élections européennes, mais aussi hors du coup de ce cadre électoral? Alors, pour les élections européennes, principalement, comme nous ne sommes pas un parti politique, comme on ne soutient pas un parti en particulier... C'est important de le préciser, oui, effectivement. Il faut offrir un panel d'opinions qui soit suffisamment large. Donc cet événement du Grand Oral était le plus lourd à mettre en œuvre et finalement, pour les élections européennes, celui qui était le principal. Après, hors élection, comme nous avons un agrément de l'éducation nationale, et puis d'ailleurs la fédération Mouvement européen France est reconnue d'intérêt général, on intervient dans les écoles, les collèges, les lycées, encore une fois de manière tout à fait non politique, pour faire discuter les élèves quand ils sont un peu grands ou faire jouer les élèves quand ils sont un petit peu plus petits sur des questions d'Europe qui sont parfois tout à fait évidentes. Par exemple, je me souviens, nous sommes intervenus, Jeunes Européens et puis Mouvement Européen Provence, dans un lycée agricole à Saint-Rémy-de-Provence. Et ce qui sautait aux yeux, ce qui était évident, c'était le fait que, par exemple, dans le domaine agricole, la classification de ce qu'on peut utiliser sur les champs est une question européenne. D'accord. Donc l'Europe, ce n'est pas uniquement évidemment le commerce, ce n'est pas uniquement Erasmus, ce n'est pas uniquement la grande politique, c'est le concret dans beaucoup de professions. Mais qu'est-ce que vous entendez en fait par ce mot de projet européen? Projet européen, l'Europe, elle n'est pas atterrie comme ça, toute faite, en un seul bloc. C'est un projet unique et c'est à chacun de le construire en fonction de son approche des choses, de ses sensibilités politiques, de ses engagements. Si c'était un projet tout fait, on dirait on accepte en bloc ou on refuse en bloc. Mais comme c'est quelque chose qui se fait, qui se corrige, le Brexit c'est un exemple, il faut faire en sorte d'améliorer les choses, parfois d'avoir l'honnêteté de revenir un petit peu en arrière, de faire un pas de côté. Mais disons, c'est un cheminement davantage qu'un objectif en soi. C'est-à-dire que l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement en soi. Elle doit toujours se construire et toujours chercher à se renouveler? Oui, je dirais ça, mais évidemment, il faut que ça se fasse selon des règles. Bien sûr, oui. On collabore avec d'autres pays et faire travailler 27 pays ensemble, ce n'est pas facile. Encore une fois, ils ont leur propre conception des choses, leurs propres intérêts, mais je pense qu'au mouvement européen, on a la conviction qu'à plusieurs, on peut faire plus de choses et on peut mieux les faire. Le projet européen tel qu'on le connaît, naturellement, il faut l'améliorer, mais il est en péril. Ça veut dire qu'il y a des forces très actives qui souhaiteraient sa disparition. Alors, moi, je vais pas, c'est pas mon rôle de me prononcer sur
telle ou telle personne. En revanche, il y a des acquis que nous avons qu'il ne faudrait pas laisser partir. La possibilité de circuler, la possibilité de travailler à l'étranger, la possibilité d'avoir une solidarité entre les États de l'Union européenne, la possibilité de tenir tête ensemble dans les aspects commerciaux ou aussi dans des aspects militaires. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser partir. J'imagine que vous avez suivi les différents débats qu'il peut y avoir sur les grandes chaînes d'infos. Est-ce que vous pensez que dans ces débats entre les différentes têtes de liste, on parle assez de l'Europe et du projet européen? Je craignais qu'on ne parle pas assez d'Europe. Les animateurs font leur travail d'essayer de ramener le sujet sur l'Europe, mais très souvent, de la part de ceux qui prennent la parole, des élus, j'observe une certaine simplification ou des raccourcis qui font que, alors que la matière européenne est assez complexe, et je ne dirais pas le contraire, faire un raccourci, ça ne facilite pas quand même la résolution du problème. Donc ça nécessiterait, on revient toujours sur les mêmes choses, à la fois une meilleure compréhension par les citoyens, une meilleure communication par les médias, mais aussi une sincérité, une honnêteté de la part des élus pour bien représenter ces enjeux. Avant de rentrer dans les questions un peu techniques sur votre mouvement et sur les élections européennes, comme vous pouvez voir juste ici, le nom de notre émission, c'est « L'Europe, c'est vous ». Est-ce que c'est un slogan qui vous parle? Oui, je suis content que vous l'ayez, parce que c'est aussi le slogan du mouvement européen France. C'est un bon hasard, alors. L'Europe, c'est vous, l'Europe, c'est nous, en développé. Ça veut dire que l'Europe, si on ne s'en sert pas, ça s'abîme, ça peut disparaître. Et si on laisse à des personnes qui crient plus fort que les autres, les choses n'iront pas dans un sens positif. Le 9 juin, on va voter pour les députés européens et en France, du coup, pour nos 80 députés français. Est-ce que vous pourrez nous expliquer brièvement quel est leur rôle au sein de l'Union européenne? Alors, le Parlement européen, son siège principal, c'est à Strasbourg. Il y a aussi à Bruxelles des réunions pour des commissions, des petits comités de députés qui travaillent sur des points particuliers. Alors, leur mission principale, c'est d'abord de voter les lois européennes, donc les règlements européens, les directives de l'Union européenne. Et ça, encore une fois, c'est l'Europe en marche. C'est l'Europe qui se fait dans le quotidien. Donc c'est important d'envoyer des gens qui travaillent et qui soient un peu sérieux. Ensuite, les députés européens ont la main sur le budget. D'accord. Et juste pour en faire information, dans la région sud PACA, dans le créneau 2021-2027, si je ne me trompe pas, il y a près de 600 millions d'euros de fonds structurels qui sont alloués. C'est bien quand même d'avoir des députés qui connaissent un peu la région et qui, si possible, pourquoi pas aussi viendraient de la région. Enfin, le Parlement européen a une mission de contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire de la Commission, et en particulier après l'élection des députés européens, il y aura un changement de la Commission européenne. D'accord. Et le président ou la présidente de la Commission et chaque commissaire passe devant le Parlement européen pour expliquer son programme et discuter avec les députés. Élu du coup par les députés et pas par les citoyens cette fois? Les membres de la Commission européenne seront désignés officiellement par les chefs d'État et de gouvernement, mais ils doivent quand même avoir l'accord des députés européens. D'accord. Et du coup, pour répondre à une question qu'on entend souvent dans la population, ou qui alimente un peu le débat sur le côté opaque d'institutions européennes, qui en fait décide vraiment, qui prend les décisions au sein de l'Union européenne? Alors, je vous réponds et après je ferai une remarque. Bien sûr. Dans l'Union européenne, la Commission européenne va faire des propositions de directives ou de règlements. Ces directives et ces règlements, ensuite, seront soumis au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Ce sont des ministres, agriculture, économie, etc., qui se réunissent et qui représentent les États membres. Et il y aura aussi, mais pas pour tout, les députés européens. Et après, en fonction des textes, les États membres aussi vont mettre en œuvre ce qui aura été décidé. Mais en guise de remarque, personnelle, mais qui n'engage pas le mouvement européen
en tant que tel, c'est que le Parlement européen n'est pas associé au vote de tous les textes qui sont proposés par la Commission. Et moi, j'aimerais bien que, justement, la voix des citoyens par l'intermédiaire du Parlement européen s'exprime plus sur ce que la Commission européenne propose. Dans le cadre de notre émission, on est allé à la rencontre des Aixois. On leur a tendu le micro pour avoir quelques réactions au sujet de l'Europe, évidemment. Je vous propose du coup de regarder quelques extraits. En fait, si on ne prend pas le temps de s'intéresser de nous-mêmes, je ne trouve pas qu'en fait on en parle assez dans les médias. Je pense qu'on ne mesure pas bien l'impact que ça a au quotidien. Et puis souvent à notre âge, souvent il y en a qui s'en foutent un peu, ça ne les intéresse pas et ils se disent je voterai plus tard. Ce qui les intéresse, c'est les grosses élections, les élections présidentielles et l'élection des députés en France. Est-ce que vous connaissez à peu près quelques mesures qu'a pu mettre en place le Parlement européen pour... Pas du tout, je crois que vaguement j'écoute une station dans la région là. On parle de l'agriculture, on parle de l'écologie. On fait des campagnes à chaque fois où on nous promet des choses extraordinaires. Et finalement, j'ai l'impression que, en tout cas moi dans mon quotidien, je ne sens pas vraiment que les choses changent beaucoup. Je pense qu'à peu près 70% de notre droit aujourd'hui doit provenir de l'Europe. Il ne faut pas que tout dépende de Bruxelles. Vous m'avez cité tout à l'heure les pistes cyclables à Aix-en-Provence. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas l'Europe qui doit déterminer la politique de la France. Alors du coup, dans cet extrait, on peut voir qu'il y a, pour résumer, deux types de réponses. Il y a ceux qui regrettent le fait qu'on ne parle pas assez des élections européennes, pas assez de l'Europe, et ce que je disais tout à l'heure, ce fonctionnement un peu opaque qui crée une distance du coup entre les électeurs et les institutions. Et d'un autre côté, d'autres critiquent une Europe trop présente qui imposerait aux États ce qu'ils doivent faire. Du coup, à l'arrivée des élections européennes, de scrutin qui arrive bientôt, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces deux types de personnes, entre guillemets ? Je rebondirai sur la remarque du monsieur à la fin sur les pistes cyclables. Bien sûr. Je crois que ça fait référence à un projet qui s'appelle Tram-Vélo, si je ne me trompe pas, enfin si j'en identifie bien ça, qui a reçu un financement des fonds structurels de l'Union européenne. Exactement. L'Union ne fait qu'apporter des sous, pas plus. Là où ça va passer, si on privilégie la voiture électrique, la voiture à pédale ou le vélo à pédale tout court, ce n'est pas l'Union européenne qui décide, absolument. Donc peut-être qu'il y a un travail, disons, de meilleure communication. Je ne dirais pas de pédagogie, parce que c'est méprisant de parler de pédagogie, mais de sincérité simplement. Oui, pour mieux expliquer, pour mieux comprendre. Donc qui fait quoi, tout simplement. Et puis il y a aussi une tendance qui n'est pas que française, mais une fois que les élections sont passées, quand c'est bien, c'est moi, c'est ma ville, c'est mon département, c'est ma région, mais quand c'est pas bien, c'est l'Europe. Ça, c'est un réflexe qu'on a un peu trop souvent. Alors, la question de l'opacité. Oui, la question qu'il y ait des gens qui, de manière un peu antagoniste aux personnes qui critiquent le fait qu'il y a trop d'Europe et qu'il ne faut pas que ça décide de la politique des États, d'autres personnes disent mais on n'entend pas assez parler. Peut-être que si on voyait plus l'impact concret de l'Europe et qu'on en parlerait plus, on aurait peut-être envie de voter. D'abord, je pense qu'il y a un travail personnel chacun de se renseigner. Si c'est opaque, c'est aussi souvent parce qu'on n'a pas cette curiosité pour les choses. Si je me permets de faire une comparaison, le fonctionnement du Parlement français, moi je ne le maîtrise pas sur le bout des doigts. Les compétences du Conseil constitutionnel, même chose. Mais ce que je trouve en même temps assez positif, c'est qu'il y a un désir, et c'était exprimé au début en particulier, un désir d'Europe. Pas forcément un désir que l'Europe remplace les États, ça on n'y arrivera pas, c'est complètement un fantasme, et à mon avis c'est une crainte qui est très souvent exprimée, de dire l'Europe va prendre le dessus sur la politique de nos États, comment faire concorder plein de pays différents alors que chaque pays devrait avoir sa politique propre. Ça c'est une peur qui est très récurrente et qu'on a vu d'ailleurs au sein de nombreux micro-trottoirs qu'on a pu mener. Mais je pense que c'est quelque chose qui matériellement ne peut pas se produire par le fonctionnement même de l'Union européenne. Quand on parlait tout à l'heure du Conseil de l'Union européenne avec les ministres, ce sont eux qui décident sur toutes les législations qui sont avancées par la Commission européenne. C'est les États. C'est les États, c'est pas une institution à la place des États. Bon, par un jeu de majorité ou de minorité, parfois ils gagnent au Conseil, parfois ils perdent.
mais ça, c'est le lot commun de toute organisation démocratique. Le fait est que l'Union européenne, c'est quelque chose qui se rajoute par rapport à une réalité qui est plus ancienne. Alors peut-être qu'on a l'habitude de comprendre le fonctionnement de la Ve République. Encore une fois, je ne sais pas si dans le détail c'est tout à fait vrai, mais on est habitué à des institutions qu'on comprend à peu près. Et puis, j'en perds mes bretelles. L'Union européenne aussi, si on a l'impression qu'on ne la comprend pas, c'est aussi tout simplement parce qu'on n'en parle pas assez. Quand on fait des interventions, par exemple, dans les écoles, collèges, lycées, et on remercie les enseignants de nous inviter, dans le programme, c'est très très peu mentionné. Quand on fait certaines conférences sur des sujets un petit peu pointus, souvent on nous remercie parce qu'on dit que dans les médias on n'en parle pas. C'est qu'on est accaparé par d'autres choses. On est accaparé par d'autres choses et par conséquent on n'a pas le temps de réfléchir aux éléments qui sont souvent tournés vers l'avenir. Quand le monsieur au milieu avait parlé de 70% du droit européen, ça c'est une estimation qu'on fait souvent au doigt mouillé, hein. Mais il fait référence, j'imagine, à ce qu'on appelle une transposition. Donc, c'est quand il y a des textes de la Commission européenne qui sont des directives et que les États membres vont mettre en œuvre par l'intermédiaire de lois nationales. Il y a des choses dont s'occupe en exclusivité l'Union européenne. L'euro, par exemple, la politique commerciale extérieure. Et quand je dis en exclusivité, ça ne veut pas dire que Paris n'a rien à dire, mais Paris n'a rien à dire sur un plan individuel, bilatéral. En revanche, la décision sera faite à l'instance de l'Union européenne. D'accord. Après, il y a des compétences qui restent tout à fait nationales. Par exemple, le fait de décider la politique de transport. Où est-ce qu'on met la piste cyclable? Est-ce qu'on va faire des zones à faible émission? Est-ce qu'on va subventionner les véhicules électriques ou à gaz ou autres? Ce sont des compétences purement nationales. Oui. Ce sur quoi l'Union européenne va agir, c'est par exemple la perspective d'une disparition des véhicules thermiques. D'ailleurs, on en parle pendant la campagne et c'est bien. Bien sûr. Des mesures de soutien aux agriculteurs, par exemple, qui vont être accompagnés vers l'utilisation de véhicules plus écologiques, etc. etc. À ce jour, on a 38 listes qui sont déclarées en France pour les élections européennes qui arrivent ce 9 juin. C'est le plus grand nombre de listes qu'on a jamais vues en France pour une histoire européenne. Comment vous expliquez le fait qu'on ait besoin d'avoir 38 listes aujourd'hui pour une élection? Il n'y a pas besoin, mais c'est la démocratie. Si les conditions de l'inscription de liste le permettent, beaucoup participent pour avoir une sorte de tribune et se faire entendre, y compris dans les médias. Je trouve que c'est une bonne chose. Vous avez un avis positif du coup sur ce choix très large? Oh oui, bien sûr, ça permet à chacun de voir un petit peu ce qui l'intéresse davantage. Après, dans le moment du vote, hein, chacun décidera. Et la particularité peut-être de ces élections européennes, c'est que c'est un scrutin en un seul tour et c'est un scrutin proportionnel. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'arrangement de fusion de listes au second tour, puisqu'il n'y a pas de second tour. Oui. Il n'y aura pas non plus un système de compensation des votes, etc. Non. Donc ça veut dire que toute voix compte. Et ça veut dire aussi que les expressions des partis qui ne sont pas les plus gros pourront aussi se faire au Parlement européen en rejoignant des groupes au Parlement européen. D'accord. Et c'est là véritablement que le travail va se faire. Ce nombre aussi grand de 38 listes, c'est une spécificité française ou alors il y a aussi énormément de listes dans la majorité des pays européens? Dans d'autres pays, en général, il y a des regroupements de petits partis avant de soumettre avant de soumettre les listes à chaque pays pour qu'elles soient après soumises aux citoyens. Mais ça reflète peut-être aussi une culture politique différente parce que en France, on a l'idée d'un scrutin majoritaire avec un parti qui gagne, un parti qui perd, avec aussi une personne qui va incarner une politique, soit un Premier ministre ou un président. Dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple ou l'Italie, il y a
des compétences pour les parlements qui sont différentes, un fonctionnement différent, qui fait qu'il faudra bâtir des coalitions. Et ces coalitions, après, arrivent en ordre de marche devant les électeurs. C'est des élections qui, dans l'histoire, ont du mal à intéresser, entre guillemets, les Français. Par exemple, au dernier scrutin européen, il y a eu 49,8% des Français qui sont abstenus. Et pour prendre le cas encore plus local d'Aix-en-Provence, c'est pas moins de 50,2% d'Aixois qui se sont abstenus. Est-ce que, du coup, si je vous pose naïvement la question, comment on pourrait faire pour motiver tous ces abstentionnistes à aller voter et pour leur montrer qu'il y a une importance à ce vote, en fait? Il faudrait peut-être faire voter en hiver, parce que quand il y a une belle journée, on a plutôt envie d'être dehors. Plus sérieusement, c'est souvent vécu en France comme une élection de mi-mandat, où on va plutôt sanctionner le pouvoir en place. C'est dommage, parce qu'il y a de véritables enjeux. Il y a de véritables enjeux au niveau de l'Union européenne, à la fois pour les personnes qu'on va envoyer à Strasbourg, et aussi pour la future commission. Donc ça mériterait qu'on prenne ça sérieusement. Est-ce qu'il va mettre de côté vraiment le projet européen qui est la base de ces élections? Et donc du coup, les électeurs vont ne pas avoir envie de s'investir? Vous pensez qu'il y a une piste de réflexion là-dedans? Je pense encore une fois qu'il y a une responsabilité personnelle de chaque citoyen dans le vote. Mais il y a aussi le fait que la couverture médiatique souvent est un peu tardive. J'ai observé un début de campagne un peu poussif. Après, les grands médias jouent le jeu. D'autres médias font les choses très bien comme vous. Mais il y a cette tendance un peu effectivement de vouloir privilégier la petite phrase et la solution magique plutôt qu'un débat de fond. Et peut-être que je rajouterai, j'ai discuté il y a quelque temps avec des personnes qui travaillaient dans les médias à Bruxelles, en observant par exemple que les grandes chaînes de télévision françaises n'avaient plus de correspondants permanents sur l'Union européenne exclusivement. Ah bon? Alors c'était le cas pour les autres chaînes européennes. Et évidemment, si l'œuf et la poule, si on n'explique pas convenablement les choses, on n'aura pas forcément tendance à chercher parce qu'on n'a pas envie on a d'autres choses à faire, etc. Si vous deviez donner envie à des jeunes, spécifiquement à ces 15-29 ans qui représentent la majeure partie de la population aixoise, leur donner envie d'Europe, de voter, vous diriez quoi pour ces jeunes justement? Je dirais, ne laisse pas quelqu'un prendre ton vote. Si, bien sûr, on a le droit de ne pas voter, mais si on ne va pas voter, ça veut dire qu'on ne s'est pas donné la chance de désigner quelqu'un qui portera ses idées, pas entièrement ses idées à soi, mais qui sera le plus proche de sa sensibilité, ou de son projet de société, ou de son projet pour la cité. Et ça, ce serait vraiment dommage de perdre cette possibilité. Si on veut la paix, si on veut un pays qui soit respectueux de chacun, si on veut avoir un environnement de qualité, la nourriture, etc., l'Europe figure parmi les éléments de réponse. Pourquoi les jeunes, alors les principaux acteurs de ce projet européen, n'arrivent plus ou ont de plus en plus de mal à aller voter? Il me semble, d'après les articles que j'ai lus, les discussions que j'ai pu avoir, qu'il y a une tendance générale à un abaissement du niveau d'engagement des jeunes dans la cité ou en politique. Vis-à-vis de l'Union européenne spécifiquement, et ce qui se traduirait par les élections au Parlement européen, l'Union européenne est une chose à la fois partout, mais nulle part. Donc évidemment, c'est difficile à saisir la chose. Je ne vais pas moi-même souhaiter que l'Union européenne fasse face à une énorme crise pour qu'il y ait un sursaut, mais si ça peut inciter quand même à se rendre compte que l'acquis ne va pas de soi, pourquoi pas? Évidemment, j'exagère. Des étudiants, pour eux, l'Europe, c'est leur quotidien. Ils vont faire un Erasmus, ils cherchent du travail, mais pas uniquement dans la région, pas uniquement en France, aussi dans d'autres pays. Parfois, ils sont en ménage avec des garçons et des filles qui sont d'autres pays. Donc, pour eux, c'est quotidien. Et pour moi, ce qui me concerne, c'était
quand j'avais à peu près 10 ans, au référendum de Maastricht en 92. Oui. C'était un naïf, évidemment, mais je me disais que l'Europe, c'était quelque chose de positif, qui allait de soi. Et quand il y a eu le résultat qui était un oui, mais un tout petit oui, ça m'a commencé à me faire réfléchir un petit peu sur ce que c'était que l'Europe, pourquoi on peut ne pas l'apprécier, comment on peut faire pour l'améliorer, etc. Il y a peut-être aussi un trait particulier qui est qu'en France, la France est un grand pays en taille, un grand pays en histoire, un grand pays en ambition. Et on oublie parfois qu'on ne peut pas se faire tout seul maintenant, que le monde n'est plus celui du passé. Et quand je discute à l'inverse avec des gens qui viennent de Belgique, Luxembourg, ou même simplement du Piémont italien, qui sont près de la frontière, ils ont conscience qu'il y a beaucoup de choses qui passent par un dialogue avec celui qui est de l'autre côté de la frontière. Comment vous feriez, vous, quelle manière vous prendriez pour essayer de faire baisser cette abstention au maximum, en fait ? De suivre un sujet qui vous intéresse et de faire en sorte d'identifier les personnes qui vont travailler sur ce sujet-là. Ça peut être le tabac, ça peut être le réchauffement climatique, etc. Et par exemple, pour les nouveaux députés européens, de savoir qui ils sont, à quel vote ils prennent part. Est-ce qu'ils ont été, par exemple, approchés par des représentations d'intérêt, etc. Il existe, et c'est assez peu connu, un registre de la transparence qui fait que les représentants d'intérêt, les lobbies, doivent s'inscrire sur ce registre pour avoir après des contacts avec les membres de la Commission européenne ou du Parlement européen. Et justement, les rencontres sont tenues quand on est député. Et ce serait bien justement de savoir ce que votre député, ce que votre député européen que vous suivez, avec qui il discute, sur quel projet il est engagé, dans quelle commission il va travailler. Vous avez parlé au début de cet entretien d'un projet européen, de quelque chose à construire, à faire ensemble, qui a un réel engouement, quoi. Est-ce que les candidats parlent assez d'un projet européen ou ils parlent juste en fait de l'Europe ? J'ai l'impression que l'image que ça donne, c'est on dit Europe, pour ça c'est bien, pour ça c'est pas bien, mais on ne parle pas assez de ce que vous avez dit très justement tout à l'heure, d'un projet européen à construire en fait. Ce qu'on essaie de faire au mouvement européen, c'est de proposer à la réflexion des citoyens des enjeux. Parce que la cuisine politique, elle est très importante, il faut absolument le faire. Mais il faut replacer ça dans une perspective. Parce qu'on peut très bien se fatiguer, se perdre de vue le fait que si on s'embête à discuter avec ses voisins européens, si on dépense pour le budget européen, si on reçoit également, c'est pas pour rien. Donc évidemment, il y aura des choses très pratiques, très terre-à-terre, très financières, mais il ne faut pas oublier les enjeux globaux, les enjeux de sécurité, les enjeux de réchauffement climatique, les enjeux de solidarité entre les États, les enjeux de droits de l'homme. Et ça doit nous porter à réfléchir davantage. Pierre-Marie Vague, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur notre plateau. Merci à la régie, surtout à ceux du coup qui regardent cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain épisode pour parler de l'Europe, parce que l'Europe, c'est vous.